Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Guillaume Rivalan. Quand je dis Friedrich, je vous dis Nietzsche, ça fait Friedrich. Friedrich, Britney, Nietzsche. Ah oui. Représente la Germanie, chez moi le clash est une légère manie. Un rap de philosophie. Oui, épreuve de philo aujourd'hui et comme tous les ans, on se pose la question du bac, notamment cette année avec les réformes mises en route. On pense en particulier au contrôle continu. Le contrôle continu qui joue un rôle important, les profs qui notent dur vont-ils défavoriser leurs élèves qui auront pourtant peut-être un meilleur niveau? Valeur dont on peut douter d'ailleurs du bac quand on voit les résultats de la France dans les classements internationaux, Teams et PISA, où la France plonge année après année. Pourtant l'an dernier, 93,7% des candidats ont obtenu leur bac chaud. Alors cerise sur le gâteau, le net s'est enflammé ce matin avec la question posée dans le Figaro. Le mot ludique était-il trop compliqué pour des bacs pro? Ce mot étant dans un texte de bac français hier et une prof disant dans cet article qu'il aurait fallu utiliser le mot fun. D'où notre premier débat, le bac a-t-il encore de la valeur? Et vous êtes 86,4% à dire non. Avec nous René Chiche, professeur agrégé de philosophie. René Chiche, bonsoir. Bonsoir à tous. Ah, ça va un peu nous élever le débat. Merci, professeur. Aujourd'hui, vu le taux de réussite, on passe le bac pour le fun, puisque le mot ludique est désormais trop compliqué. D'abord, je vous remercie, Philippe David, d'avoir parlé de l'épreuve de philosophie du baccalauréat, contrairement au journal Le Monde, par exemple, qui parle du bac philo ou du bac de philo. Déjà, ces manières de parler sont révélatrices. Et comme vous avez cité un exemple qui enflamme, paraît-il, les réseaux, je ne suis pas au courant, moi je peux vous en donner un autre qui est presque pire. C'est que le mot baccalauréat lui-même est devenu un mot étranger pour les élèves qui se présentent au baccalauréat. Ils ne savent pas l'écrire. Il y a quelques semaines, je surveillais les épreuves des enseignements de spécialité et lorsque j'ai récupéré les premières copies, sur 5 copies, il y en avait 4 qui n'orthographiaient pas correctement le nom même du diplôme auquel ils se présentent. Alors quand on en est là, je pense que les classements PISA, Teams et compagnie ne sont que, si vous voulez, presque anecdotiques par rapport à l'effondrement et la réalité des choses. Si on avait le courage de publier, comme je l'ai fait, moi je l'ai fait dans un livre, mais je n'ai publié qu'un extrait d'une copie du baccalauréat. Mais si on avait le courage de mettre sur la place publique les copies que nous sommes contraints à lire aujourd'hui, d'élèves qui sont censés quand même avoir passé 15 ans sur les bancs de l'école, et qui manient le français comme si c'était une langue étrangère. Et ce n'est pas simplement des questions d'orthographe. Sachez que c'est presque anecdotique. Moi-même, je fais des fautes d'orthographe. La question n'est pas là. Non, c'est bien plus gravement les structures logiques de la pensée qui ne sont pas du tout maîtrisées au travers de l'absence de maîtrise de la langue. René Chiche, on va vous faire échanger avec les vraies voix. Philippe Bilger, qui est un peu le Descartes des vraies voix. Non, mais j'essaye de penser, mais je ne sais pas si je suis. Mais c'est autre chose. Monsieur le professeur, j'aime beaucoup ces questions de Sud Radio qui me permettent d'être voluptueusement réactionnaire. Je vous rejoins absolument au sujet de votre perception du baccalauréat et je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'à votre avis, ce déclin vient du fait qu'on a privilégié une approche purement quantitative, c'est-à-dire la volonté de faire advenir le plus grand nombre d'élèves au baccalauréat au détriment de l'authenticité du savoir. Est-ce que c'est cela et pourquoi, à votre avis, a-t-on décidé, si c'est le cas, de favoriser un tel nombre qui est complètement en contradiction avec la réalité des savoirs de nos élèves? René Chiche. Écoutez, entendons-nous bien, moi, si 90% des bacheliers avaient le niveau qui est requis, je ne mettrais pas en cause ce chiffre. Et par conséquent, parce que je sais que derrière votre question, il y a peut-être une allusion à ce qui fut jadis un slogan lancé par un ministre, M. Chevènement en l'occurrence, qui, au moment de la création du lycée professionnel, de la voie professionnelle, avait fixé comme objectif que 80% d'une génération atteignent le niveau du baccalauréat. Mais on a oublié le mot niveau. Et c'est devenu effectivement
un objectif d'avoir le baccalauréat, quel que soit le niveau. Donc, on en arrive maintenant à deux solutions qui sont, deux situations qui sont absolument dramatiques. La première, c'est que on pousse des jeunes gens à faire des études pour lesquelles, pour la plupart, ils n'ont ni compétences ni goût. Si vous interrogez aujourd'hui dans une classe de terminale les élèves qui se présentent au baccalauréat, je rappelle que le baccalauréat, c'est le premier grade de l'enseignement supérieur. Le baccalauréat permettait, au départ, de poursuivre des études supérieures longues. Mais la plupart d'entre eux, ils ne veulent pas faire cela. Ils ne veulent pas faire cela, ou alors ils veulent faire des filières très courtes. C'est pourquoi d'ailleurs le baccalauréat technologique avait été créé en son temps. Mais là, moi, je vous parle de la situation du baccalauréat général. En baccalauréat général, nous avons des élèves qui ne veulent pas poursuivre d'études longues. Donc on les force d'un côté à faire cela, ce qui est complètement absurde, et de l'autre côté, une suite de réformes, la dernière en date étant celle de l'ancien ministre, M. Blanquer, une suite de réformes non seulement vide le baccalauréat de son contenu, mais ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que le baccalauréat, c'est pas simplement un diplôme, c'est pas simplement un examen de fin d'année, c'est quelque chose qui a un effet dans le concret, dans le quotidien du fonctionnement de l'établissement depuis le mois de septembre. Et lorsque vous touchez au baccalauréat, en réalité, vous détruisez tout ce qui est en amont. René Chiche, on fait réagir les autres vraies voix. Françoise Degois, vous êtes un peu Jean-Paul Sartre, vous, en philo. Moi, je préfère Camus, si vous voulez. Bon, je suis plus romancier que philosophe, moi aussi, mais moi aussi, c'est toujours les histoires idiotes. Vous êtes Camus ou Sartre, vous êtes Camembert ou Brie. Bon, non, mais j'entends, mais comment est-ce que j'ai le droit de dire les choses telles que je les pense? J'en ai marre de toujours les mêmes questions au moment du bac. Tous les ans, c'est la même histoire. À quoi sert le bac? C'est quoi le niveau des Français? J'aime beaucoup lire les tweets, certains tweets de René Chiche, parce que j'ai vu à quel point vous avez hier effondré, parce que je crois que vous avez tweeté sur le niveau des copies. Je regardais ça, bien sûr. Moi, je sors d'une famille de profs. Alors, mon père était agrégé de maths, c'est pas tout à fait, mais bon, il aimait passionnément la philo. La question, c'est comment est-ce qu'on fait? Moi, je me régale, alors que, par exemple, vous enseignez une matière qui est exceptionnelle, parce que c'est aussi c'est une manière d'apprendre à vivre, la philo, ou à mourir, si vous préférez. Mais comment est-ce qu'on redonne le goût? Je regardais les sujets, là, aujourd'hui, est-ce que l'art peut changer le monde, etc. Comment on redonne le goût de la pensée à cette jeunesse? Cette jeunesse, elle n'est pas complètement décérébrée. Je veux bien qu'on la présente. Ce n'est pas votre cas, hein. Mais non, comme je le sais, René Chiche, hein, je sais que c'est pas votre cas, mais on la présente comme uniquement obsédée par ses tablettes, etc. Moi, je vis avec la jeunesse. Elle n'est pas comme ça. Elle a ses passions, elle a ses doutes, elle a ses questions existentielles. Alors, comment on fait justement pour, par exemple, amener cette jeunesse? Je suis sûr que là, j'aurai tous les mômes là de mon environnement qui certains ont passé le bac. Cette question, est-ce que l'art peut changer le monde? Je pense que ça passionne ça la jeunesse. Est-ce que la justice peut être rendue par l'État? Ça passionne la jeunesse. Comment on arrive à réveiller ces esprits-là, René Chiche? René Chiche. Alors moi, je vais vous dire, les sujets, ils sont bien, sauf effectivement le premier, mais vous l'avez reformulé, Françoise Degois, parce qu'en réalité, l'intitulé exact du sujet... Oui, je sais. Je l'ai reformulé avec mon désir à moi de... Il y a déjà ma réponse, oui, en fait. Non, mais c'est très intéressant, parce que vous dites, et vous avez raison, l'art transforme-t-il le monde, alors que la question qui est posée aux élèves concerne ce qui est appelé, désigné comme les pratiques artistiques, oui, ce qui m'a fait bondir. Mais bon... là, vous posez une question qui porte sur le fondement même de la relation pédagogique. Et moi, j'ai une réponse très claire. L'école repose sur des maîtres et des élèves. Le reste, ce sont soit des auxiliaires, soit des encombrants. Et je n'hésite pas à dire que la plupart des parents sont des encombrants. Les élèves, d'ailleurs, et surtout au lycée, sont des adultes en devenir et n'ont pas à faire des études pour le compte d'autrui, en particulier pour celui de leurs parents. Ils ont à se concentrer sur leurs propres désirs et s'intéresser pour eux à ce qu'ils apprennent. Mais on ne leur apprend plus rien. On ne leur apprend plus rien, ce qui est dramatique. Effectivement, moi je suis pas comme un de mes collègues très connu dans les médias, qui s'appelle Jean-Paul Brigelli, que parfois vous avez sans doute invité.
et qui a écrit un livre où on a l'impression qu'il traite tous les élèves de crétins. Non, mais je sais, c'est pour ça que je... Les élèves sont intéressants, ils sont souvent intéressés, mais on ne leur a rien appris. Pourquoi on ne leur a rien appris? Parce que petit à petit, on a transformé l'école en autre chose, en une espèce de grande garderie, au cours de laquelle il est plus important de diffuser ce qu'on appelle les valeurs de la République, de faire des cours sur le tri des déchets et soi-disant la laïcité, plutôt que d'apprendre l'histoire, les mathématiques, la géométrie, la langue française dans les bons livres. Et là, la réalité, vous ne pouvez pas vous cacher, la réalité, elle est éloquente. Vous avez des copies qui sont écrites en une langue qui ne ressemble plus à rien. On va faire après 15 ans sur les bancs de l'école. On va faire réagir un peu, c'est le Karl Marx, un des vraies voix, Guillaume Rivalon. J'aurais préféré être comparé à Syntex, mais c'est pas grave. En fait, plus que le symbole des chiffres, et je rejoins François, ces débats qui sont marronniers, qui reviennent tous les ans, sont pas très intéressants, parce que le bac, au-delà d'être donné à tout le monde, c'est surtout un moment solennel. Ouais, c'est le symbole, premier. c'est vraiment Exactement, génial. c'est Tous les symbole. mômes sont tout le monde très... se prépare. Ouais. Par contre, ce qui va pas, c'est que par exemple, aujourd'hui, et c'est le symbole, on parle plus de la température dans la salle que des sujets de philo. Et ça rejoint notre sujet. C'est vrai. C'est que en fait, qu'en est-il de la qualité des acquis? En France, est-ce qu'on est bon en sciences, en langue étrangère, en informatique, en maths, en histoire, en culture? En fait, on a la réponse. Vous, c'était oui tout à l'heure. Moi, c'est non. Et c'est ça la question. C'est à partir de ce constat, à partir de l'énergie qu'on trouve chez ces gosses, comment on fait pour les amener, les tirer vers là? Bien sûr. Pardon, mais apprendre les verbes irréguliers en anglais sur des bouquins qui sont horribles des années 80, ça donne pas envie. Ah, si. Ils regardent Netflix. Enfin, les mômes parlent mieux l'anglais que nous. Moi, j'adorerais apprendre les verbes irréguliers en anglais. Oui, tout pout. Excuse-moi, mais je pense que les mômes de cette génération-là parlent mieux l'anglais que nous à leur âge. Ah non, alors là, pour avoir fait passer des entretiens d'embauche en anglais, en espagnol, c'était désastreux. Alors là, j'en ai fait passer. Alors là, je peux vous dire, j'en ai fait passer, c'était désastreux en anglais, en espagnol, parce que j'ai embauché des gens dans mon ancienne vie qui devaient parler au moins bien anglais et espagnol. Catastrophique pour les jeunes. Les gens de 45 ans parlaient bien mieux anglais ou espagnol. Donc ne hurlez pas. Moi, mon exemple, en tout cas chez les mômes de l'ensemble de ma communauté à moi, ils parlent bien mieux l'anglais que nous ne le parlions quand nous avions 16 ans. C'est tout. Je le dis. Moi, je dis ça. Voilà. Guillaume Rivalon et René Chiche. Pas la même chose, mais on s'en fout. René Chiche, pour réagir à ce que dit Guillaume Rivalon, c'est vrai que grosso modo, à l'entendre, et je suis assez d'accord, on est mauvais partout. Que ce soit en langue, en maths, en français, en philo, en culture générale, en tout ce que vous voulez. En tout cas, on donne pas l'envie d'être assez bon. C'est ça le sujet. Non. On est mauvais partout, mais comme je le disais, c'est parce qu'on a renoncé. On a renoncé à la mission fondamentale de l'école, qui est l'instruction, au profit d'une autre fonction qui est la réussite. Et quand je dis cela, c'est pas des paroles en l'air. Écoutez-moi bien. C'est inscrit dans la loi, et c'est inscrit dans la loi depuis 1989, avec la loi de Lionel Jospin, qui est le point de départ de ce processus, qui a changé profondément la nature de l'école. L'article 1er du Code de l'éducation, maintenant, se fixe à l'école, au système éducatif, au système scolaire, comme objectif de garantir la réussite de tous les élèves. Excusez-moi, mais ça ne peut pas être un objectif. Ça ne peut en tout cas pas non plus être promis. La réussite, c'est le résultat d'un travail. Et l'objectif, en réalité, la finalité du système scolaire, ça devrait être l'instruction. Alors concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous voulez apprendre quelque chose à quelqu'un, il y a un minimum d'exigences et de conditions qui sont indispensables. La première, c'est effectivement le silence. Pour avoir le silence, il faut avoir non pas seulement des élèves motivés, parce que ça dépend du professeur de les motiver, mais il faut avoir des élèves effectivement dans un contexte favorable, c'est-à-dire pas trop. Je précise tout de suite que je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut systématiquement réduire le nombre d'élèves par classe. Parce que dans des classes où tous les élèves sont bien élevés, motivés, etc., le fait qu'ils soient 40 ne pose pas de problème. Mais il y a très souvent effectivement des cours où c'est l'indiscipline qui règne et où on ne peut rien faire. La deuxième exigence, qui est une exigence intrinsèque à l'enseignement, c'est que vous ne pouvez pas apprendre sérieusement quoi que ce soit en 1 heure par semaine
Voilà, les emplois du temps qui sont saupoudrés. Il y a beaucoup de choses à repenser complètement, de fond en comble. Moi, je ne serais pas personnellement hostile à ce qu'on fasse pendant un trimestre à fond de la physique et pendant un trimestre à fond de la littérature anglaise. Et je crois que c'est un peu comme ça qu'il fonctionne en Finlande, parce que si on a un horaire suffisant par semaine, on peut travailler. Sinon, c'est du saupoudrage et tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant, et c'est ça qui est terrible. Vous êtes en train finalement de commenter des chiffres. Tout le monde s'accorde à dire, par rapport à votre question initiale, que le baccalauréat ne vaut plus rien. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on fait semblant au cours de l'année, lorsqu'on met des notes, même pour le contrôle continu, on fait semblant. On met 12 à des copies qui, en réalité, valent 6. Et à partir du moment où tout le monde fait semblant, qui est victime de cela? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Philippe Bilger veut dire un mot rapidement. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui me semble un point fondamental quand vous avez mis en cause le fait qu'on avait déserté l'enseignement des matières fondamentales relevant de l'enseignement au bénéfice de données périphériques qui n'ont pas une importance capitale, en tout cas à l'école. À votre avis, pourquoi cette dérive a-t-elle eu lieu? Par une sorte de complaisance démagogique, par le choix d'une pente plus facile? Est-ce que à cause du délitement de l'autorité, pour plaire à des élèves qui veulent en quelque sorte s'égaler au maître? C'est quoi cette dérive? En 40 secondes, René Chichi. En 40 secondes, il y a plusieurs facteurs, mais l'un des principaux, c'est que l'école a servi de variable d'ajustement à des politiques pour rebondir sur des questions d'actualité. Je donne un seul exemple que tout le monde comprendra. Il suffit qu'il y ait un attentat pour qu'un ministre de l'Éducation décide qu'il faut enseigner désormais la laïcité à l'école. Et donc on va amputer les heures d'instruction véritable au profit d'heures de sensibilisation, ce que j'appelle les heures de rien. Et sans doute avec une bonne volonté de la part de ces ministres, mais de fait, on assigne à ce moment-là à l'école une fonction qui n'est pas la sienne. Une fonction qui n'est pas la sienne. C'est une des causes, parce que votre question, M. Bigler, je l'apprécie beaucoup, votre question, et en réalité, il faudrait un livre entier pour y répondre. Il y a beaucoup de facteurs. Et le débat va continuer, notamment, je pense, quand on aura les résultats du bac. Merci beaucoup, René Chiche, professeur agrégé de philosophie. Verdict sur Twitter. Vous êtes 87,4% à penser que le bac n'a plus de valeur. Une petite chronique politique de Philippe Rossi, ça vous dit les vraies voix? Ah Et oui, bien c'est tout de sûr. suite.